Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Le sommet de Grenade a pris fin aujourd'hui sur des résolutions et des décisions sans effet probant. Ils étaient près de 50 dirigeants de pays européens rassemblés en Espagne pour tenter d'afficher leur unité, mais il semblerait que ce défi a été très difficile à relever puisqu'il s'est heurté au premier obstacle mis sur la table des discussions. Il s'agit du dossier de la migration clandestine. La Pologne et la Hongrie, deux pays qui refutent dur comme fer l'accord sur la migration et déplorent que cet accord soit adopté en dépit de leurs objections. Les fragilités refont surface et les craintes aussi. L'Europe, qui opte unanimement pour une aide à l'Ukraine, redoute un repli du soutien américain et n'arrive toujours pas à trancher sur la question migratoire. Le débat est lancé. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Manuel Pouchelet, analyste des questions internationales et géopolitiques. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci de m'inviter ce soir pour ce débat. Merci à vous. Nous aurons également aujourd'hui présent avec nous par téléphone dans un petit instant Majid Neama, directeur de 2A. Il est également directeur de Afrique Magazine, le site Afrique Magazine. Et bien entendu, nous allons le retrouver dans un petit moment. Pour commencer donc avec vous, Manuel Pouchelet, les participants se sont séparés sans prise de résolution décisive, notamment concernant la question migratoire qui rencontre, il faut le dire, beaucoup d'opposition de la part de la Pologne et de la Hongrie. Ce n'est pas étonnant parce que, si vous voulez, l'Europe actuellement est plongée dans une crise déjà économique importante et en même temps, vous y ajoutez la crise ukrainienne qui ajoute son flot de réfugiés. En ce qui concerne l'Union européenne, avec la question que vous me posez sur la Pologne et la Hongrie, depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis quelques années, la Pologne et la Hongrie sont agacées, si vous voulez, des initiatives européennes en ce qui les concerne, c'est-à-dire la question migratoire que vous m'évoquez ce soir, mais aussi d'autres aides où les deux, Varsovie et Budapest, ont verrouillé leurs frontières des routes migratoires pour empêcher tout mouvement des populations. Le président français que l'on voit à l'image, si vous voulez, a déclaré qu'il faut que les pays européens prennent leur part de cet accueil des migrants. Mais en même temps, il faut peut-être aussi préciser une chose, nous avons plusieurs types de migrants. Nous avons des migrants qui fuient des guerres, nous avons des migrants climatiques, et ça, on oublie de le mentionner dans nos analyses, mais aussi des réfugiés politiques. Si vous voulez, vous avez différents statuts de migrants. L'Union européenne actuellement a une crainte, c'est de voir la montée des populismes. On l'a vu avec l'arrivée au pouvoir en Italie de la première ministre qui représente cette tendance politique. On a M. Orban en Hongrie. Et en même temps, on a aussi d'autres puissances européennes, dont les puissances fondatrices, je pense à la France et je pense à l'Allemagne, qui elles aussi de leur côté tergiversent face à ce flux migratoire, si vous voulez, où l'Europe semble se refermer sur elle-même. Sur d'autres points également qu'il est important d'évoquer aussi, on a la situation en Ukraine et la posture américaine qui commence à changer. Le soutien américain à l'Ukraine est annoncé comme à la baisse, ce qui ne rassure pas les Européens. Et en même temps, vous avez la Russie qui tient ses engagements et qui résiste. Ça, c'est un point qui n'est pas négligeable, si vous voulez, à prendre en compte dans cette équation. S'ajoute à cela aussi la pression de la Commission européenne qui ne fait pas l'unanimité. Et croyez-moi que tant la Pologne que la Hongrie et les autres pays d'Europe centrale qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 reprochent à cette Union européenne d'écouter beaucoup trop les membres fondateurs. Je rappelle les 6 membres fondateurs, qui étaient le Benelux avec l'Italie, la France et l'Allemagne, qui imposent leur vue et sanctionnent, puisque ces pays sont sous sanction européenne s'ils n'acceptent pas d'appliquer les directives de Bruxelles. Bruxelles, si vous voulez, a un pouvoir sans partage et soumet ces pays d'Europe centrale sur la question migratoire et puis bien entendu sur d'autres questions où elle demande beaucoup plus de transparence. J'ai bien peur que ce dossier, tant ukrainien que migration, soit le début d'une désintégration de cette Union européenne, notamment à l'Est, où la Pologne a déjà annoncé qu'elle serait prête à faire sécession, si je puis me permettre, ainsi que la Hongrie. Donc voilà, nous sommes face à une Union européenne qui doute, qui se referme sur elle-même, oui, qui ne peut pas accueillir, et ce sont des signes inquiétants.
Et en même temps, vous avez d'autres pays d'Europe, pour conclure, qui tentent une ouverture et puis qui, derrière, malheureusement, n'arrivent pas aussi à tenir leurs engagements. Pourquoi? Parce que vous avez aussi la pression de leur opinion politique. Et les annonces, pour terminer simplement, et les annonces d'élections en Europe s'annoncent difficiles puisque les Européens iront aux urnes au mois de juin prochain, en 2024. Ben justement, pourquoi justement plutôt la Pologne et la Hongrie aujourd'hui refusent ce pacte sur l'immigration? Qu'est-ce qui finalement les pénalise réellement par rapport à tout le reste des pays européens? Ce qui pénalise actuellement, si vous voulez, la Pologne et la Hongrie, c'est que ce sont des pays qui déjà ont des économies qui sont faibles et qui en même temps sont aussi, on va dire, en difficulté au niveau économique. Et ce dossier migratoire que vous évoquez ce soir, l'Europe tente d'aider ces pays, mais tant pour la Pologne que pour la Hongrie, ces deux pays justifient que les aides sont insuffisantes. Parce que vous savez, quand vous accueillez des migrants sur votre sol, avec les événements qui se sont passés en Europe autour de 2015, vous voyez, je pense au terrorisme, les Européens sont devenus très méfiants. Ça veut dire organiser un accueil de famille avec le logement, la nourriture, et aussi vous avez en France l'intégration. On a un organisme spécifique qui s'appelle l'OF2I, qui est chargé d'intégrer ces migrants, c'est-à-dire de les former au français, qu'ils s'expriment, qu'ils trouvent un logement, qu'ils trouvent un travail. Donc voilà un petit peu cette résultante. Et la Pologne et la Hongrie font face, excusez-moi, aux mêmes problématiques et se plaignent de ne pas bénéficier d'aide. Pourquoi? Parce que les autres pays d'Europe qui sont situés à leurs frontières bloquent aussi les accès. Je rappelle pour la Hongrie que M. Orban avait, mandaté une campagne de presse dans les pays d'où étaient originaires les migrants, en leur disant simplement ne venez pas chez nous, nous n'avons pas d'emploi, nous ne pouvons pas vous accueillir de façon décente. Et ça, si vous voulez, l'Union européenne, notamment la Commission, j'insiste bien sur cet organe qui est la Commission qui dirige tout à Bruxelles, n'a pas apprécié et il y a des menaces. Et je vous rappelle une chose, la présidente de la Commission européenne est Madame von der Leyen, qui est allemande, et par conséquent, les sanctions aussi sont aussi validées par l'Allemagne. Donc vous voyez, voilà, on se trouve à un véritable nœud gordien que Polonais et Hongrois ont peur pour leur territoire, pour la sécurité de leurs habitants, mais en même temps, si vous voulez, c'est aussi malheureusement le discours traditionnel de pays qui se radicalisent, excusez-moi ce terme, mais qui se ferment sur eux-mêmes, sachant qu'en Pologne, on a également le dossier russe, puisqu'on a la frontière avec Kaliningrad qui fait peur aux Polonais, et la Biélorussie aussi. Donc, vous voyez, ce sont des territoires qui devraient être traversés, parce que je vous rappelle aussi, l'objectif souvent des routes migratoires, c'est principalement l'Angleterre, soit pour du regroupement familial ou pour, on va dire, des raisons de meilleure vie annoncées. Voilà. Maintenant, les derniers arrivées de migrants sont d'origine francophone et ont exprimé, et ça il faut le dire aux téléspectateurs, l'envie de s'investir et de venir en France. Pourquoi? Parce qu'ils parlent une langue commune et ce sont des personnes qui souhaitent travailler et s'épanouir. Ils quittent leur pays pour les raisons que nous savons, au regard de l'instabilité que nous avons en cours, mais en même temps, voilà ce que l'on peut dire ce soir, et les Européens avancent divisés sur cette question en tout cas. Très bien. Alors, Monsieur Pouchelet, je vous propose tout de suite de voir ce sujet signé Souhila Akilal sur justement le point de l'immigration. Et bien sûr, on va poursuivre le débat juste après. La question de l'immigration divise encore les 27. Au lendemain d'un accord entre les ambassadeurs des pays de l'UE sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne, les premiers ministres hongrois et polonais ont opposé un veto ferme. Pour l'Hongrois Viktor Orban, un accord sur l'immigration est impossible tant que l'UE fait du forcing en voulant imposer ses décisions. Il n'y a pas d'accord sur l'immigration parce que nous avions décidé auparavant que l'immigration serait réglementée sur la base d'un accord unilatéral, ce qui a été modifié lors de la dernière réunion. La Pologne et la Hongrie n'étaient pas satisfaites de la proposition, mais elles nous ont poussé à l'adopter. La Hongrie et la Pologne ont été totalement exclues. Après cela, il n'y a aucune chance d'obtenir un quelconque compromis sur l'immigration. Politiquement, c'est impossible. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki
a lui exprimé son refus de se voir imposer un système de distribution de migrants illégaux, précisant au passage ne pas avoir peur des dictats qui viennent de Bruxelles et Berlin. J'ai dit hier à plusieurs premiers ministres, et je le dirai aujourd'hui en séance plénière, que la Pologne rejette catégoriquement cette proposition pour des raisons avant tout liées à la sécurité de notre pays. Nous voulons la paix, la sécurité et la prévisibilité. La réforme migratoire européenne, qui devra encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen, est destinée à organiser une réponse en cas d'afflux massif de migrants dans les États de l'UE. Elle prévoit notamment une solidarité obligatoire entre les États membres et un allongement possible de la durée de détention des migrants aux frontières extérieures du bloc. L'objectif affiché par Bruxelles est d'entériner cette réforme d'ici aux élections européennes de juin prochain. Concrètement, la Pologne et la Hongrie, qui ont voté contre, ne peuvent opposer leur veto à cette réforme, puisque la procédure d'adoption de ces textes est un vote à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, comme le réclament les deux pays. Une fois les textes de la réforme migratoire adoptés définitivement, ces règles s'imposeront automatiquement à tous les États membres sans exception. Si un des 27 ne se conforme pas à cette réforme, des procédures d'infraction pourront être engagées contre lui. Alors, on poursuit notre débat et on reçoit avec beaucoup de plaisir Majid Nerma, qui est donc directeur de 2A Magazine et que vous êtes également le directeur du site magazine Afrique-Asie. Majid Nerma, bonsoir. Bonsoir. Alors, on disait que Orban a fustigé à nouveau la solidarité ou le mécanisme de solidarité obligatoire dans l'accord migratoire qui a été trouvé, il faut le dire, in extremis entre les ambassadeurs des 27 pays. Alors, pourquoi aujourd'hui la Pologne, comme je le disais tout à l'heure avec M. Manuel Puchelet, la Pologne et la Hongrie sont tellement gênées par cet accord ? Écoutez, on assiste actuellement à un bal de démagogie et d'hypocrisie de la part des Européens. Les Européens, d'abord, savent très bien qu'ils ont besoin de l'immigration, mais ils préfèrent avoir hypocritement ce qu'ils appellent l'immigration choisie, c'est-à-dire de siphonner les cerveaux, les compétences des pays du Sud, plutôt que la main-d'œuvre non qualifiée. Mais aussi, ils récoltent actuellement ce qu'ils ont semé en semant les guerres, en déclarant la guerre, par exemple la guerre de Libye. L'ancien président Kadhafi avait mis en garde les Européens. Il a dit la mer Méditerranée, ça va être la mer noire, noire d'immigrés. Et malheureusement, sa prophétie s'est réalisée. Donc, pour éviter la question des immigrés clandestins qui ont transformé la mer Méditerranée en plus grand cimetière du monde, il fallait d'abord éviter la guerre, éviter de déstabiliser les pays, de les ruiner, de semer le chaos, plutôt que de venir pleurnicher parce qu'il y a... c'est-à-dire, maintenant, on a l'impression que c'est l'Italie et l'Europe qui est victime, alors que les victimes, ce sont ceux qui se noient dans la Méditerranée et ceux qui errent dans les déserts à la recherche de refuge. Et à cause de la politique interventionniste et néocoloniale de l'Europe. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire. Pour la Pologne, pour répondre à votre question, on sait très bien que la Pologne traverse une période pré-électorale. Donc le sujet prête à la démagogie, aux surenchères, et surtout que la Pologne accueille des millions de réfugiés ukrainiens. Oui. Ils ne sont pas venus du monde arabe, ni de l'Afrique, mais de l'Europe. Et c'est à cause de la guerre provoquée par l'OTAN et par les États-Unis. Parce que c'était une guerre évitable. Et on a entendu, par exemple, l'ancienne chancelière Merkel dire qu'on a signé l'accord de Minsk tout en sachant qu'on n'allait pas l'appliquer.
le président français, l'ancien président français Hollande avait dit la même chose. Donc, c'est eux qui sont responsables de ce chaos migratoire et qui, malheureusement, ce sont les pays du sud global qui payent le prix, et ce n'est pas l'Europe, parce que l'Europe vieillissante a besoin d'immigration, de main-d'œuvre exploitable à gogo. Voilà, c'est un peu ça. Et tout le monde sait que l'Europe a besoin d'immigrer. Oui, très bien, M. Majed Narma, restez avec nous. Manuel Pouchelet, justement, est-ce que c'est un petit peu pas très paradoxal et étrange aujourd'hui que ce soit des pays de l'ancien bloc Est, c'est-à-dire des pays de l'Europe de l'Est, qui contestent le plus ce mécanisme de solidarité obligatoire sur l'immigration en Europe? Je ne suis pas surpris parce que, si vous voulez, leur intégration a été très longue en 2004. Quand vous voyez à l'époque la Tchécoslovaquie, avant qu'elle ne se sépare en Tchéquie et en Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et in extenso bien plus tard la Roumanie et la Bulgarie, excusez-moi, oui. Ce sont des pays qui ont rencontré, parce qu'il faut savoir que pour adhérer à l'Union européenne, vous devez passer parmi les, excusez-moi l'expression, les fourches codines de l'économie, de la transparence. Et le président Orban, qui est maintenant ancien au pouvoir, ne réunit pas forcément, si vous voulez, et dérange les Européens. Pourquoi? Parce que le président Orban les fait en sorte qu'ils se confrontent à leurs contradictions. Et l'Europe, terre de liberté, n'est pas accueillante. Elle va au contraire de ces principes fondamentaux qui sont inscrits dans une espèce de constitution européenne où, si vous voulez, cette citoyenneté est la liberté de circulation, la liberté de penser, bref, tout un tas de libertés qui, malheureusement, n'appliquent pas. Je rajouterais aussi, il y a une immigration dont on ne parle pas, mais qui cause des problèmes au Machrek, donc je traduis en Syrie et au Liban. Oui. Cette migration transite aussi par la Turquie et se heurte et se fracasse, un peu comme les vagues sur la jetée, sur le système et le dispositif de sécurité qui est mis en Grèce et qui est également mis, justement, par la Serbie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, précisons-le, mais aussi d'autres pays d'Europe centrale qui ont peur. Ces gens-là ont peur. Finalement, mes propos ont un petit peu aussi devancé le commentaire, le reportage, excusez-moi, que vous nous avez proposé. Nous avons aussi des pays de l'Est qui n'ont pas une économie excellente. La Pologne affichait jusqu'à présent on va dire, une certaine arrogance de réussite, mais elle est en train de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, votre invité, des réfugiés ukrainiens, mais je vous ferai remarquer une chose, c'est aussi faire rejaillir du passé des problématiques qui n'ont jamais été résolues, puisqu'on a toujours eu des minorités ukrainiennes en Pologne et dans d'autres États d'Europe qui sont accueillis. Et en même temps, vous avez aussi ces réfugiés ukrainiens qui, je le rappelle, font partie d'une immigration choisie. Je mets ça entre guillemets parce que les Européens ne vous le diront jamais, parce qu'ils vont parler, excusez-moi, la langue de bois. Oui. Mais en effet, il y a aussi cette peur. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un migrant, c'est une question que je connais bien, vous amenez également dans vos bagages vos diplômes, vos familles, mais également vos problèmes. Et ça, les Européens, surtout dans cette partie est de l'Europe, ne souhaitent pas en entendre parler et se ferment. En même temps, vous avez aussi un grand danger en Pologne et en Hongrie, c'est qu'il y a quand même le développement de mouvements extrêmes et extrêmement violents, où je vous ferai remarquer qu'il y a encore quelque temps en Allemagne, vous avez en Allemagne une rigueur dans l'organisation de l'accueil des migrants. Vous avez des villes en Allemagne où on ne peut pas accueillir des migrants. Pourquoi? Parce que la population est agressive. Et il y a encore quelques mois, il y a eu des centres d'accueil qui ont été brûlés. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est difficile, qui est délicat, sachant qu'on parle des migrants africains suite au chaos qu'a mené l'Occident avec les opérations en Libye, mais il n'y a pas que ça. Je rajouterai le Sahel. Les régions du Sahel, oui. Je rajoute le Sahel où les Européens ont une part de responsabilité. Ça, je suis désolé de le dire, mais ça, il va falloir qu'ils le reconnaissent. Mais vous avez aussi cette autre migration dont j'évoquais tout à l'heure, qui, elle, est beaucoup plus inquiétante, parce que là, ce sont des millions de populations qui vont devoir traverser des territoires qui leur seront hostiles. Je pense notamment, vous savez,
aux réfugiés climatiques, on avait un ministre de l'écologie qui s'appelait Nicolas Hulot. Il avait prédit dans son intervention, dans un discours, que 2014 était le début de l'arrivée des réfugiés climatiques. Je pense notamment aux populations, vous savez, qui viennent du Bangladesh, qui viennent de Birmanie et qui peuvent même venir d'Inde, où vous avez cette traversée aussi de territoires hostiles, notamment en guerre. Je pense à la Syrie, où actuellement Al-Qaïda et l'État islamique ne sont toujours pas, on va dire, éliminés. Donc, vous voyez, je pense que les migrations n'ont pas terminé de prospérer. Excusez-moi peut-être cette maladresse. Pourquoi ? Parce que au niveau économique, elles représentent des richesses pour ceux qui les font passer, en tout cas. Oui, alors très bien, vous faites bien de le dire. En tous les cas, tout comme l'Ukraine, tout comme la question du Haut-Karabakh n'ont pas été du tout réglés. Tout ce dont a été capable de faire ce sommet, c'est tout simplement d'apporter plus de soutien à l'Ukraine parce qu'apparemment par défaut, donc l'Ukraine s'est encore retrouvée au centre des débats, à défaut donc de régler les autres problèmes, celui par exemple de la médiation au Nagorno, ça n'a pas été abordé. Et bien sûr, le sommet s'est terminé, Majid Narma, si vous voulez, très timidement, sans aucun résultat probant, surtout concernant cette question de l'immigration. Alors, justement, cette question de l'immigration, est-ce que vous pensez, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'aujourd'hui, l'Europe essaye de faire porter le fardeau de cette immigration aux pays de l'Est, comme la Pologne ou la Hongrie, pour alléger, si vous voulez, ce poids de la région de Lampedusa ou de l'Espagne, comme fut le cas il n'y a même pas quelques heures au Tenerife, avec ce flux de migrants africains. Oui, mais c'est-à-dire, entre parenthèses, c'est-à-dire la grande majorité des immigrés ou des réfugiés clandestins ou économiques ou climatiques ne viennent pas en Europe. Ils viennent dans les pays du Sud. C'est l'Afrique qui subit aussi un assaut d'immigration par millions. Et là, personne n'en parle. Mais maintenant, on parle en Europe. Et quand je dis que l'Europe récolte ce qu'elle a semé, je parle par exemple des tentatives de déstabilisation, par exemple pour la Syrie, pour le Liban, pour la politique de sanctions que l'Europe influencée, inspirée par les États-Unis, impose à des pays déjà pauvres. Vous vous rappelez qu'après le coup d'État au Mali, on a eu l'idée aussi de sanctionner un pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète, ainsi que le Niger. Donc, il faut arrêter de s'occuper de l'immédiat, aller réfléchir à des solutions pérennes, c'est-à-dire aider au développement de ces pays sans contrainte, parce que demain, et je suis d'accord avec votre invité, ce sera la Syrie, parce que la Syrie, il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi, par exemple, les 90 000 familles et terroristes de Daesh qui sont emprisonnés dans l'est de la Syrie sous le contrôle des Kurdes et des Américains. Et un jour, ça va rompre, le barrage va rompre, et puis la pauvreté que vit maintenant le peuple syrien à cause des sanctions barbares et illégales, tout ça, finalement, les gens désespérés n'ont le choix que de se jeter par la mer et trouver une issue. Et ça, c'est l'Europe, au lieu c'est-à-dire de se protéger, elle peut se protéger, mais pas de cette façon, en allant là où il y a les sources de déstabilisation et aider au développement de ces pays. Et excusez-moi aussi, avec ce qu'on appelle l'immigration choisie, c'est-à-dire les ingénieurs, les médecins. Rien, par exemple, qu'en France. Là, j'ai fait une étude. Il y a 15 000 médecins algériens. Il y a 50 à 60 000 médecins étrangers qui sont formés par leur pays, ça avec l'argent du contribuable du Sud. Tout ça. Donc, on ne peut pas se plaindre de ce fléau et en même temps
contribuer à le nourrir. Ce qui fait, si vous voulez, je ne veux pas être complotiste, mais par exemple, 1 million de réfugiés syriens qui avaient été accueillis par l'Allemagne. C'est à la demande aussi du patronat allemand, parce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque de tout. Avec une démographie en déclin, et ça c'est le cas de toute l'Europe. Voilà. Merci. Donc il faut aller à la racine des problèmes. Oui, merci beaucoup. En tous les cas, c'est ce qu'on espère pour l'Europe, que justement ce problème soit examiné à la racine et non pas juste en apparence, et ne pas tenir ce double discours vis-à-vis de l'immigration qui finalement ne font que fuir ce que les Européens ou l'Occident a créé comme désastre dans leur pays d'origine. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que nous avions donc Manuel Pouchelet avec nous, spécialiste des questions internationales et également géopolitiques. Monsieur Manuel Pouchelet, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Majid Nerma, merci également d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur de 2A Magazine et directeur du site Afrique Asie Magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'échiquier donc international avec la rédaction de Al 24, la rédaction de Français. Au revoir.